fin du XVIIIe siècle, le premier véritable refuge alpin dans le massif du Mont Blanc fut construit au Mont-en-Vert, le temple de la nature. Dès que les hommes ont entrepris d'escalader les montagnes, la nécessité d'un équipement permettant de faciliter l'exploration des massifs s'est fait sentir. Par la suite, les cabanes construites au Grand Mulet et à l'Aiguille du Goutet ont joué un rôle essentiel dans la longue conquête du Mont Blanc. L'alpinisme se développant, un réseau dense de constructions judicieusement implanté est devenu nécessaire. Au début, les techniques et les moyens mis en œuvre ne permirent que l'édification de modestes refuges en bois, bâtis grâce au courage et à la ténacité de porteurs infatigables. Par la suite, des réfections, des agrandissements, des reconstructions ont sans cesse demandé d'importants efforts financiers et de main-d'œuvre. Les techniques modernes de construction, les facilités de portage créées par l'emploi de l'hélicoptère ont permis le rééquipement des principaux refuges du massif du Mont Blanc. L'effort conjugué de l'État et des associations spécialisées, parmi lesquelles le Club alpin français est de loin la plus importante, a permis la construction de refuges de haute montagne de conception entièrement nouvelle. L'histoire des refuges est liée à l'histoire de l'alpinisme, et la vie de leurs gardiens fut souvent bien difficile. L'homme qui tient le refuge ne sera jamais un simple hôtelier ou aubergiste. Écoutons ces gardiens. Les plus anciens partagent leurs souvenirs. Ceux d'aujourd'hui, leur vie au quotidien. Notre but, c'est de faire en sorte que les refuges accueillent convenablement les alpinistes et les promeneurs qui s'y rendent. C'est difficile à gérer, c'est très intéressant, surtout pour des gens comme nous qui avons toujours fréquenté la montagne. Moi j'étais porteur, je suis guide, etc. J'aime bien qu'on soit bien reçu, mais il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est jamais parfait, loin de là. Alors pour le recrutement des gardiens, on a une liste nationale de candidats potentiels, mais on s'attache à Chamonix à choisir des gens qui habitent dans le coin, dans la vallée. C'est important que les gardiens soient d'ici. Déjà, ils connaissent la montagne, même s'ils ne sont pas guides, ils peuvent donner des explications. Et si c'est un guide en plus, eh ben, c'est bien aussi. C'est très important que le gardien en titre connaisse la montagne. Ça, c'est aussi important, à mon avis, que... Bon, il faut qu'ils sachent faire la cuisine aussi, bien entendu, mais c'est très important parce que des mauvais renseignements donnés, c'est grave. On a quand même aussi, en plus de l'accueil, on a un souci du renseignement pour les gens qui viennent d'autres pays, par exemple. C'est très important pour l'image. C'est l'image de Chamonix. Les refuges en montagne, moi je dirais que c'est l'image de la vallée. Peut-être avant les hôtels. Parce que on est là-haut dans le temple. En bas, bon, c'est bien aussi. Il faut bien les accueillir. Il y a des hôtels remarquables. Mais en haut, c'est l'impression qu'on donne en montagne. Hein. C'est vraiment l'endroit privilégié et on est obligé de s'améliorer sans arrêt. Et c'est pas parfait. On est monté au refuge en 1930. Mon mari était en 1937 en automne. Et à partir de 1938, on a tenu le refuge. Jusqu'en 1958, ouverture du nouveau refuge. C'est pas toujours drôle la vie de refuge, parce que quand il fait mauvais temps, c'est bien triste. Alors on n'a pas de monde. Et puis après, au premier beau temps, il y a beaucoup de monde qui arrive à ce moment-là. Il y a les passants de la journée,
Et pour la nuit, eh bien, on pouvait coucher 60 personnes. On en a eu jusqu'à 200. Alors là, c'était un peu serré. On est partout. Celui qui a le mieux dormi, c'est celui qui était sur le balcon. Le matin, on commençait à voir arriver des fois des gens de bonne heure. Il ne fallait pas trop traîner. Hein. Et puis il fallait commencer à préparer la soupe pour le soir, parce qu'on faisait de la soupe de légumes. Et je me rappelle une fois où un client était venu, il voulait de la soupe à midi. Et j'avais du magie, je lui ai donné ça. Oh, il m'a traité d'un vilain nom parce qu'il n'était pas content. Il voulait la soupe de légumes. On a fait la cuisine bois charbon et puis on l'a fait aussi au mazout. On avait une petite cuisine de rien du tout, mais c'était tellement sympathique. C'était formidable. Même qu'on avait beaucoup de travail, qu'on était serré, qu'on était coincé par ces guides qui rentraient, qui venaient boire un coup. Mais c'était formidable. Je me rappelle une fois où ça avait pris feu dans la poêle, je l'avais jeté par la fenêtre. Heureusement qu'il n'y avait personne dessous. Hein. Mais enfin, c'était des bonnes années, on en a gardé un très bon souvenir. Et mes enfants en ont gardé un bon souvenir. C'est une promenade qui est très très intéressante. C'est parce qu'au départ, on part quand même des alpages de Charamillon. Et au fur et à mesure de la protection, on vient vers ce milieu minéral et glacier qui est de la haute montagne pour finir toute la fin de la montée le long du glacier, à quelques mètres du glacier. Donc c'est très très varié au point de vue paysage et c'est très apprécié par les gens, quoi. Il peut y avoir facilement, je dirais, dans une journée de grand beau temps, quand il n'y a plus de neige autour du refuge, quand l'accès est vraiment facile, il peut y avoir 200-300 personnes dans la journée qui font l'aller-retour. On est beaucoup plus nombreux en personnel. On est 6 voire 7 en pleine saison. Ça nous permet aussi d'avoir une prestation supplémentaire, quoi, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut trouver à l'Albert Ier le petit café expresso, on peut trouver à Albert Ier la bière pression. Et pour faire fonctionner tout ça, on a donc l'énergie solaire. Depuis cette année, l'énergie solaire est passée, on est même passé depuis cette année sous le contrôle de l'EDF. C'est formidable, ça. J'ai connu les débuts du solaire, donc à l'époque où j'étais au Grand Mulet en 87. Avant, j'ai encore connu donc l'éclairage au gaz et puis les bougies. Et le solaire nous a changé la vie. Je dirais que de la période du 1er juillet jusqu'au 25 août, si le temps est beau, le refuge est complet. Il faut penser pour ça aux utilisateurs du refuge de réserver, c'est obligatoire. Et je pense que je ne vais pas être le seul gardien à vous causer de ce problème. La réservation est importante, elle nous aide. Elle permettra à toutes les personnes du refuge d'être mieux accueillies en règle générale. Une personne qui a réservé sera toujours nettement mieux accueillie qu'une personne qui ne l'a pas, qui n'a pas réservé. Ça, c'est net. Mais moi, en 1933, quand je suis montée au refuge d'Argentière, le vieux refuge, tout vieux refuge de quelques places, existait, mais on l'avait bâti sur la moraine. Donc sur la moraine, il ne tenait pas, la moraine descendait et lui avec. Alors le club alpin a décidé, quand les grandes premières commençaient à se faire et qu'elles étaient en face,
les droites, la verte, les courtes. Alors le club alpin a décidé de faire un refuge neuf, vite fait, moderne, si on veut. Le refuge est monté petit à petit, mais il fallait faire vite. Alors ils l'ont déjà inauguré au mois d'août en 1933. Ils l'ont inauguré en faisant beaucoup de manières, parce qu'ils l'avaient voulu moderne, ils l'avaient voulu ce qui n'était pas, ce qui n'allait pas. Bon, ils avaient décidé de le faire en fibrociment, ça s'appelait, hein. Alors, de mettre une cuisinière à mazout et l'électricité avec un moteur. Alors, ils ont monté un moteur qui pesait, je crois, en tout cas peut-être 80 kilos. Et, alors, un porteur l'a pris sur le dos. C'était le premier jour qu'on arrivait. Donc, on avait fait marcher, essayé de faire marcher le moteur à plein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du gaz d'oxyde de carbone. Hein? Alors là, on a été malades. Hein? Tous les deux, vous savez, on aurait pu mourir, personne ne savait ce qui s'était passé. Mes enfants, alors bon, pas 33, non, la première année, ils ne sont pas venus la première année. Je l'ai eu, celle-ci, elle est née en 37. Pas. Alors, bon, quand elle a eu 1 an et demi, celle-ci est venue, l'autre est venue après. Après, c'était la guerre. Alors, on les emmenait dans une hotte, en haut, pour les monter. Puis il fallait qu'elles vivent la vie qu'on vivait nous, qui n'était pas drôle, au milieu de gens, au milieu des alpinistes qui avaient bien à faire. On avait des étés, des fois, impossibles, où on voyait que de la neige. Ces petits, on a monté une chèvre pour qu'elles aient quelque chose, pour les nourrir. Mais il fallait nourrir la chèvre, il y avait toujours la neige. Alors, ben, on a vécu comme on a pu. Voilà, tous les 4 là dans le refuge. Et ces enfants, ils prenaient des bains dehors à l'eau froide, à l'eau du refuge. Comme les étés n'étaient pas toujours cléments. Une année, on a monté des lapins. Le soir du 14 juillet, elle a fait les petits au gelé. Oui, mon mari, il est resté 40 ans là-haut. Il est né en 1910, il est monté la première année. Et il est redescendu 40 ans après. Quelques années, j'y suis retourné. Mais c'était tellement nouveau, on n'avait pas le droit d'aller dans les dortoirs pour pas salir, on n'avait pas le droit. C'était fermé, il fallait mettre des galoches pour rentrer. Vous savez, moi qui en avais tant vu ça m'avait un peu embêté. Parce que on est dans un refuge, on n'est pas dans un palace. C'est-à-dire que maintenant, ils ont tout, ils ont le téléphone, ils ont tout, ils ont l'électricité. Ils ont l'électricité, oui. Oui, alors ils ont tout. On a la chance d'avoir une compagnie d'hélicoptères qui est installée à Argentières et que ça nous permet d'avoir quasiment l'hélico à disposition quand on veut, pas tout à fait à la minute qu'on veut, mais enfin sans aucun problème. Alors qu'est-ce qui se passe? On monte en gros entre 30 et 50 tonnes par an au refuge. Soit déjà 100 bouteilles de gaz à 70 kg, ce qui nous fait 7 tonnes. En eau minérale ou eau de source, un peu plus de 5 tonnes. En fuel, environ 1 tonne d'œufs. Et puis des boissons et de la nourriture. On met la marchandise dans les big bags. Avec l'hélicoptère B3 utilisé par CMBH, on peut mettre à cette altitude 2007 environ 800 kg. Et donc l'hélicoptère lève ça, emmène ça, c'est déchargé. Bon, c'est quand même beaucoup de manutention et beaucoup de travail. Il faut considérer que toute marchandise qui est montée dans ce refuge est montée et héliportée.
fait les gars. Si on voulait faire tout monter à pied, il faudrait 48 personnes. Et bon, c'est pas rentable parce que cette personne-là, bon, elle risque de se mettre dans une crevasse. Quand elle arrive, elle va manger. Donc elle va déjà manger le quart de ce qu'elle va porter. Donc c'est pas rentable. Le kilo transporté nous revient moins cher en hélicoptère qu'à dos d'homme. Et donc quand même moins de risques. Alors qu'est-ce qui nous a poussé à garder un refuge? D'abord, ça a été un vieux rêve de jeunesse. Parce que quand on s'est marié, on avait l'intention de garder un refuge. Il y a eu on avait eu un refuge qui nous avait été donné par le Club Alpin à l'époque. Mais comme on n'avait pas tout à fait les sous qu'il fallait pour se lancer, on avait abandonné l'idée. Après, la vie a tourné et puis on s'est retrouvé enfin à garder un refuge. Alors, le premier refuge a été le refuge de l'Échaud, 1988, qui a été gardé une saison par ma femme. Deuxième refuge, ça a été le refuge des conscrits, 1989 à 1995. Alors, je dirais qu'à 53 ans, qu'est-ce qui nous pousse à rester là? Il y a quand même une vie particulière. Il y a le plaisir de recevoir des gens. Il y a le plaisir comment dire, non pas de les préparer, mais de les seconder dans leurs projets, dans le plaisir de vivre dans un milieu qui est quand même un milieu particulier, où beaucoup de choses sont très simples. Et puis il y a des liens d'amitié qui sont liés avec énormément de gens. Ah bon, Michel, plus le temps. C'est une vie un peu particulière. C'est Tous les jours différents. tous les jours différentes. Toutes les saisons sont différentes. Tout bouge en fait. Il ne faut pas croire que la montagne est immobile. C'est quelque chose qui me bouge énormément. Faut reconnaître que de temps en temps, c'est pas souvent, mais 2-3 fois par an, on s'oublie un peu dans la cuisine et puis on boit un peu trop de Genépi, mais ça nous fait plaisir. Et les mauvais moments, c'est les accidents de montagne. Et on a énormément d'accidents de montagne. En une année, on a eu 13 morts. C'est lourd à gérer. Et on ne s'habitue pas, malgré le temps, malgré l'expérience, malgré tout ce qu'on peut avoir vécu. On s'habitue fort mal à voir des gens en pleine santé repartir dans un sac plastique. Et ça, c'est très dur. Le vieux refuge du Couvercle, celui qui est situé sous la pierre, date de 1904. Mais c'était un petit refuge en planche et il a été agrandi en 1911. Alors après, compte tenu de l'augmentation du nombre d'alpinistes, ce vieux refuge du Couvercle a vite été d'une capacité très insuffisante. Il était décidé de construire le nouveau refuge, 60 mètres plus loin. Les travaux ont été terminés en 1932. C'était un beau refuge en pierre. J'ai travaillé au refuge du Couvercle de 46 à 60 avec mon oncle Clément Comte qui était le gardien. Il fallait à l'époque obligatoirement que les gardiens soient guides parce qu'il n'y avait pas de service de secours comme maintenant, il n'y avait pas le PGHM. Alors il fallait que les gardiens soient guides pour éventuellement participer au secours, faire un premier secours, ou en tout cas pour organiser d'une façon valable les secours avec les guides qui étaient présents dans les refuges. Ce refuge, juste après la guerre, compte tenu du grand nombre d'alpinistes qui fréquentaient le bassin de Talefre, s'est avéré insuffisant. Et en 1948,
on a commencé les premiers travaux d'agrandissement et ça a été terminé en 1952. L'agrandissement a été inauguré le 10 août 1952. Le refuge pouvait facilement accueillir à l'époque 140, 150 personnes. Maintenant, un petit peu moins parce que les gens sont devenus plus exigeants et il leur faut un matelas par personne, alors qu'à une époque, on avait tendance à les serrer, mais ça, maintenant, ils ne l'admettent plus. Nous, par exemple, ici, on ne sert plus du tout les personnes qui dorment. C'est une place par personne, voire même un peu plus. Nous, très souvent, on se limite en dessous du nombre total de... Alors qu'avant, c'était plutôt une personne, enfin 3 personnes pour 2 matelas. Et donc, on est allé vers ça. Et puis, tout doucement, on ira vers aussi un peu plus de confort général. On commence à avoir beaucoup de gens qui nous demandent qu'il y ait des douches, par exemple. Il y a une certaine notion de confort qui commence à se développer. Et ça, on n'y échappe pas. Bien qu'on soit haute montagne, on n'y échappe pas. Il y a des gens qui voudraient trouver des douches. Sur Internet, on dit qu'il y a des douches alors que ce n'est pas vrai. Donc, on commence à avoir cette demande. Mais ça reste quand même marginal, je dirais. La plupart des gens qu'on a ici se rendent à peu près compte de ce que c'est qu'un refuge de haute montagne et ne sont pas trop exigeants. Notre clientèle, ce n'est pas que les guides et les clients. Il y a aussi un tas d'autres gens qui ne sont pas accompagnés de guides. Et c'est vrai que maintenant, les gens sont sans doute plus exigeants, mais à juste titre, de l'accueil et de la nourriture. On peut plus se permettre maintenant uniquement de servir une soupe et puis un bac plat de pâtes. Il faut cuisiner un petit peu, ça c'est sûr. L'exigence, elle existe à ce niveau-là, c'est sûr. Ça, c'est la première exigence qu'on a. Je dirais accueil, mais ça, c'est pas très compliqué de bien accueillir les gens. Et ça, je pense que tous les gardiens de refuges un peu rustiques et rustres, ou quand tu arrivais, tu ne savais pas si ça allait te faire engueuler ou pas, ça, je pense que c'est un petit peu fini, ce temps-là. Et c'est pas fini, c'est dommage. Nous, dans un refuge comme le Couvercle, on peut recevoir des gens qui ne mangent pas. On a une salle pour recevoir ces gens-là et on les reçoit aussi bien que les autres. Et s'ils sont CAF, ils ne payent pas cher. Donc c'est vrai que ça permet encore à beaucoup de monde de venir en refuge. Le jour où tu fais un refuge privé plus confortable, où tu vas en code de pension, pour venir en refuge, c'est 200 balles. Alors qu'ici, tu peux venir en refuge pour 47 francs. On a tous été jeunes et pas très argentés, et on a tous commencé la montagne comme ça. Donc je trouve que c'est bien que ça puisse continuer. On a sans doute des tas de gens qui nous laissent des poubelles et qu'on ne voit pas, mais globalement, ça se passe bien. Les gens connaissent le principe à peu près, savent que ce qu'ils montent, ils le redescendent, que ce qu'ils consomment ici, ils peuvent le laisser. Je dirais que ça se passe pas trop mal. Tu prends sur les pistes, le milieu skieur, tout le monde balance ses détritus sur le long des remontées mécaniques. Ici, les gens se comportent mieux quand même. Je pense que les gens laissent moins de boîtes de conserve, même si on en trouve, laissent moins de boîtes de conserve, de papier sur le bord des chemins qu'ils n'en laissaient il y a quelques années. Mais on parle bien des gens qui viennent ici, qui viennent en haute montagne, qui marchent 3 heures pour venir ici, qui ont quand même une certaine culture montagne. Si tu prends après les gens qui font la Vallée Blanche par exemple, ou les gens qui font le Mont Blanc, qui n'ont pas cette culture montagne, là tu n'auras pas le même comportement. Là tu auras des gens qui seront sans doute qui seront plutôt moins respectueux de la nature. Nous, on laisse par exemple plus aucune poubelle ici, soit on brûle, et je pense qu'on fera des progrès encore par la suite, soit on brûle ce qui peut se brûler, soit on redescend ce qui se traite pas sur place, donc ce qui se brûle pas, et on laisse rien, quand on repart c'est nickel. Et, alors qu'avant, ils balançaient tout, ils cachaient sous les pierres en se disant ça disparaîtra. Il ne faut pas les condamner, je pense, parce que c'était pas dans les habitudes puis c'était plus compliqué de redescendre ces poubelles il y a 30 ans que maintenant. Maintenant, avec les hélicos, c'est pas compliqué. Et je pense que c'est quand même une conscience générale. Je pense que tout le monde fait plus attention.
On est situé en altitude, on est à 200 mètres en dessous de l'aiguille du Midi à peu près. L'avantage, c'est que c'est très proche, il faut à peu près 45 minutes pour venir ici. Ensuite, on est au départ du Mont Blanc, donc départ de la traversée du Mont Blanc, c'est-à-dire la voie qui passe par le Mont Maudit, enfin d'abord le Mont Blanc du Tacu, ensuite le Mont Maudit et ensuite le sommet en lui-même. Et le nouveau refuge donc, a été conçu par 2 architectes qui sont guides, donc ils sont d'abord des usagers. Il y a un confort très appréciable à cette altitude. La conception est récente, l'équipement de la cuisine, etc. est très performant. Donc on a un refuge neuf, confortable, accueillant et vraiment très facile à gérer en plus, malgré les contraintes géographiques liées au fait qu'on est quand même à 3600 mètres. Le gros avantage qu'on a ici quand même au niveau conception, c'est qu'on a l'électricité. L'aiguille du Midi étant à proximité, on a profité de la ligne électrique et donc ça apporte beaucoup en confort et en équipement de cuisine, etc. Chauffage, enfin tout est plus facile. Moi je suis gardien là, ici au Cosmique depuis c'est la 8e année. Avant ça, j'avais déjà travaillé depuis tout jeune, en fait, c'était le boulot des vacances, quand j'étais lycéen, c'était pour la saison d'été. Donc d'abord au refuge du Couvercle, ensuite au refuge d'Argentière. Donc le rôle du gardien ici, c'est d'abord l'accueil des gens, puisque le premier contact c'est assez important. Souvent ils ont l'objectif du Mont Blanc, c'est stressant, il y a des gens qui sont vraiment anxieux, qui partent là-bas avec, je dirais pas la peur au ventre, mais enfin un peu vers l'inconnu. Donc le premier rôle, c'est l'accueil. Merci bien. Le soir, après le repas du soir, on prépare tout pour qu'à 1h du matin, les plateaux de petit déjeuner soient prêts. Ouais, donc là, c'est l'heure tant attendue du réveil. C'est ma petite vengeance, là où je vais réveiller les gens au milieu de la nuit. Ils me font lever, mais c'est moi qui les sors du lit. Bonjour, debout, debout. Bonjour, debout. Pour aller au Mont Blanc, les gens partent, en général, ils prennent le petit déjeuner à 1h du matin. Et on les sert jusque vers 1h30 à peu près. Et ensuite, c'est l'équipement, les crampons, les chaussures et le départ. Au revoir, messieurs, dames. Oui. Plus tard dans la nuit, il y a encore d'autres départs pour d'autres destinations. Donc pendant toute la nuit, on fait du service, le rangement, on reprépare pour la suite, etc. Et le matin après, une fois que tout le monde est parti, il y a un grand nettoyage et le cycle recommence. Les gens arrivent, accueillent, repas, petit déjeuner, etc. Alors on a un autre rôle aussi assez important, c'est l'information. On peut leur indiquer les conditions météo, les conditions de l'itinéraire, parce que c'est très variable suivant la saison. Et puis aussi, on a un rôle de surveillance, parce qu'il y a certaines courses qui sont assez longues, assez difficiles. Donc les alpinistes qui vont à ces endroits-là reviennent ici ensuite.
Donc on guette leur retour. Et si éventuellement il y a problème, on peut déclencher le secours. En ce moment, la pleine saison, donc au mois de juillet, on a par jour à peu près 80 à 100 personnes qui viennent pour aller au Mont Blanc. C'est pas la totalité de notre clientèle parce qu'il y a beaucoup d'autres itinéraires envisageables depuis ici qui vont des arêtes de neige aux grandes voies rocheuses. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc le Mont Blanc, c'est à peu près 75 à 80% de notre clientèle. Un petit contrepoint quand même de la proximité de l'Aiguille du Midi, c'est que c'est relativement facile d'accès et les gens oublient souvent qu'on est quand même à 3600 mètres et que sans acclimatation, ça peut poser des problèmes. On a en hiver, sur les personnes qui viennent pour la Vallée Blanche par exemple, on a 8 à 9 personnes sur 10 qui ont des problèmes de mal des montagnes. C'est moins flagrant en été parce que les gens sont un peu plus entraînés, un peu plus acclimatés, mais c'est quand même 10 à 20% qui ont juste des problèmes de maux de tête et éventuellement de nausées. C'est un facteur assez important ici parce que c'est vraiment de la haute altitude, c'est quelque chose d'impalpable pour la plupart des gens, mais c'est ce qui fait que le taux de réussite au Mont Blanc est assez faible finalement, puisqu'il y a qu'à peu près 50% des gens qui arrivent là-haut, et c'est presque à 100% dû au fait qu'ils sont mal acclimatés, mal habitués à l'altitude. Alors l'avenir, je sais pas, le métier est assez sympa, mais c'est souvent difficile parce que les horaires sont quand même difficiles. On fonctionne suivant la météo, c'est-à-dire que c'est la météo qui décide de nos jours de congé et de repos. S'il fait beau, il n'y a pas de repos. Les congés, c'est quand on voit arriver les nuages. Donc c'est souvent physiquement, même avec l'altitude, etc., c'est difficile. Donc peut-être qu'à long terme, je ne resterai pas ici. Je ne sais pas, c'est pas vraiment, c'est pas défini. Je m'appelle Guy Bochatet, je suis le gardien du refuge L'Aiguille du Goûter là, depuis 17 ans. Je suis né dans un endroit bien particulier puisque mon père était gardien du refuge auparavant et ma mère, elle, était gardienne du refuge de Tétrousse. Et durant l'été 59, en montant sur le toit du refuge pour remettre en place la cheminée suite à une petite tempête, ma mère a glissé, ça a précipité l'événement, on va dire. Elle a été évacuée par des guides de Saint-Gervais, il y a eu un train spécial, un TMB spécial. Et je suis né dans le tramway du Mont Blanc, un petit peu en dessous du col de Vauzat. Je crois que mon père me disait « Guitous, tu fais encore 4 saisons, ça fera 50 ans de gardiennage du refuge L'Aiguille du Goûter par les Bochatet ». Mon père a pris le refuge en 1956, qu'il a gardé donc jusqu'en 1984. Et moi, ma première saison, c'est l'été 1985. Tu sais, le refuge du Goûter n'est pas fréquenté par une population de montagnards. Je te dirais que la définition du refuge du Goûter, c'est un refuge de haute montagne, dans un environnement donc agressif, minéral. Et ce refuge est fréquenté par des gens qui ne connaissent pas la montagne. Donc ça pose de gros problèmes. Notamment, combien de fois dans l'été, les gens viennent me demander le matin à 3 heures avant de partir de leur mettre les crampons aux pieds. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent faire l'ascension du Mont Blanc qui n'ont jamais fait une petite école de neige ou une petite école de glace. Donc tu vois les risques qu'ils encourent et qu'ils font encourir aux autres personnes vu le nombre de cordées qui vont à la file indienne entre Vallot et le sommet du Mont Blanc.
tout ça, ça me fait mal parce que je trouve que le Mont Blanc est devenu un produit de consommation. On va partir un week-end chez Mickey à Paris, on va partir un week-end au bord de la mer, puis le week-end d'après, tiens, on va se faire le Mont Blanc. Sans aucune préparation, sans aucune connaissance de la montagne. Et c'est dommage. Il faut qu'on redonne à ce Mont Blanc une image de montagne difficile. Encore une fois, techniquement, d'accord, c'est peut-être pas très difficile, mais on est en haute montagne, le temps change très rapidement, et on a déjà assisté à des drames. Et mon souci, ce serait qu'un jour, il y ait vraiment un gros pépin au Mont Blanc. L'été dernier, un certain jour de juillet, nous avons couché 200 personnes au refuge pour 100 couchettes. Et il y avait en plus 65 tentes. Là, tu as vu, à 2 minutes ici du refuge. Donc à mon avis, ça représente entre 320, 340 personnes qui gravitent là autour du refuge. Avec tout ce qui ne suit plus derrière, les WC, les ordures. Si on ne s'occupe pas de tout ça correctement, si on ne va pas nettoyer le camping tous les 2 jours, la montagne devient une véritable déchetterie. Je trouve que le refuge devient quasi ingérable, à tout point de vue, au niveau des déchets, au niveau de notre production d'eau. Tu sais qu'on n'a pas d'eau courante ici, il faut faire fondre la neige, on a un toit en inox alimentaire, ça ne débite plus assez. Si on veut maintenir notre refuge propre, on a beaucoup de nettoyage à faire. Au niveau des réservations, c'est devenu un peu n'importe quoi, puisque les gens nous appellent bientôt 8 mois à l'avance pour réserver. Donc, comme cet été, nous étions complets pratiquement tous les jours 3 mois à l'avance. Et puis on s'aperçoit que souvent le soir, il y a des gens qui manquent à l'appel. Nous avons donc, depuis quelques saisons, mis en place un système d'art. On s'aperçoit que ça ne satisfait pas tout le monde. Donc j'évolue dans un refuge où j'ai beaucoup de mal à maîtriser plein de choses, tu vois. Et ça devient difficile, ça devient très stressant, ça devient difficile. Tu vois, à une époque, Pascal, je pensais que si nous avions 150 places, 180 places, peut-être ça aurait limité la surfréquentation, etc. Mais alors, depuis des années, j'ai complètement changé d'avis. Je suis certain que si nous avions 200 places ou 250 places au refuge du Goûter, eh ben, nous aurions 300 personnes tous les jours. Donc, il ne faut surtout pas augmenter la capacité du refuge du Goûter. C'est vachement intime. C'est sympa. Et il y a tellement de bons moments ici que on en oublie tous les côtés difficiles que je viens de t'énoncer là, parce que je suis un peu fatigué là. On arrive bientôt en fin de saison, donc le manque de sommeil se fait sentir. Et tu peux pas savoir les bons moments qu'on a quand chaque année on a des gens qui reviennent. Tiens, salut Guy, ah bah tiens, je t'ai monté une petite bouteille de vin. Tu peux pas savoir aussi comme c'est un régal quand il fait mauvais temps, qu'il n'y a pas grand monde, de voir voler les choucas devant le refuge. Ça, c'est les rois de l'aérologie. Et le coucher de soleil le soir, quand tout le monde est couché, là, qu'on a mis tout le monde couché par terre, tu sors là à 9h en ce moment, tu as un magnifique coucher de soleil, le silence. Ça, c'est des moments inoubliables qui font que les moments difficiles ils passent. Puis c'est ce qu'il faut se rappeler que des bons souvenirs. Tu vois, tout ça, ce sont des grandes sources de satisfaction. Et c'est vrai que le jour où je vais réellement prendre la décision d'arrêter le gardiennage ici,
Ça va être un virage à 180 degrés, ça va être difficile quand même. Bah dis donc, ça pleut encore là. Et tu restes longtemps des fois comme ça dans le mauvais temps? Non, ça va. Il y a toujours du monde maintenant. Ouais. Toujours. Avec les équipements modernes, t'arrives mouillé mais pas trempé. Bon, fin de saison, au début de saison. S'il fait monstre mauvais au début ou à la fin, il n'y a pas trop de monde, tu peux rester 2 jours tout seul, ça devient rare. Il y a du monde en montagne. Il y a combien de temps que tu es là? Les chauds, ça fait 4 ans. En refuge, ça fait 9 ans. J'ai fait 1 an goûter, puis 4 ans au plan de l'aiguille. Donc après toi le goûter, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Bah au goûter, moi je savais que je voulais devenir gardien. Ouais. J'avais décidé ou de travailler chaque année dans un refuge différent en tant qu'employé, pour voir comment travaillait tout le monde, ou de prendre la garde d'un refuge. Celui-là c'est libéré. J'ai foncé dessus parce que je savais que c'était le refuge que je voulais. Le spot? Ouais, il y a la Charpeau et les Chauds, c'est les 2 refuges que j'aime dans le massif. Et un grand refuge, ça t'intéressait toi? Non. Ouais. Non. Pourquoi? Bah, un grand refuge, tout le monde est obligé d'avoir un travail trop spécifique dans l'équipe. Ouais. Il y a celui qui plonge, celui qui encaisse, celui qui sert, celui qui amène aux couchettes, sinon on n'y arrive pas. Ouais. Ici tu peux tout faire, en plus tu peux être un peu bordélique et je suis bordélique. Donc ça revient avec les chauds quoi. Ouais. Ici il faut pas être tout pile sinon ça marche pas. Faut être souple, ça va mieux. Et les gens ils viennent pourquoi ici spécialement? Il y a un peu de tout ou... Ouais, quand il fait beau, que les conditions sont bonnes, c'est la face nord, ça draine toute l'Europe. La Walker? La Walker, ouais. Donc si tu prends une cordée dans chaque pays d'Europe, de la Russie, en passant par l'Ukraine, la Pologne jusqu'à l'Angleterre, tous les soirs là, c'est pas un craqué. Sinon quand il fait mauvais, ils viennent boire du rouge. Voilà, tiens, Rodrigo. C'est le refuge de la vallée quoi. Ouais. C'est un peu la magie, c'est la magie du refuge, c'est la magie des Alpes. Ici, je peux m'exprimer en tant que gardien. Tu vois, ici, tu ressens l'âme du métier de gardien, tu es encore obligé d'aller avec ta lampe à pétrole sur le glacier quand les gens ne trouvent pas les échelles. Ouais. Te lever la nuit parce qu'il y a du retard de course et faire à manger. C'est pas figé dans une organisation hôtelière. Il y a cette magie de la montagne, cette magie du métier de gardien. Tu peux t'exprimer totalement, quoi. Tu t'épanouis dans ce métier ici. Même si c'est un peu usant des fois, c'est magique. C'est simple. Non, bah les choses, c'est une échelle humaine. Puis c'est un refuge. Y a moins. D'un côté, il y a moins de monde dans les chauds parce que les Grandes Jorasses, c'est un rêve d'alpiniste. Donc ça touche une petite portion de la population. Le goûter, c'est pas un rêve d'alpiniste, le Mont Blanc, c'est un rêve de toute la population. Donc ça touche beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de monde qui vont au goûter. Et donc c'est élitiste ici? C'est pas élitiste. Non. Ça touche un autre cercle plus fermé, qui est celui des montagnards. Alors que le goûter s'adresse à plus de population, parce que le rêve de ces gens-là, c'est le Mont Blanc. Et le Mont Blanc, c'est un rêve européen, c'est le toit de l'Europe pour beaucoup de gens. Les Grandes Jorasses, c'est le mythe de l'alpiniste. Le grand public s'en fout des Grandes Jorasses. Avant, le refuge était vraiment rempli quand la Walker était en condition les petites Jorasses. Donc il y avait un boom du double ou du triple de capacité pendant 15 jours, peut-être 20 jours. Il y a eu des exceptions plus longues, c'est rare. Seulement dans une époque, il y a toujours du monde en montagne. Il y a un nouveau sentier qui se crée qui va de refuge en refuge. Donc même les jours de mauvais, il y a du monde. Ce soir il fait mauvais, on est quand même déjà un certain nombre. Ça, je pense que ça n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Alors, on est obligé d'agrandir, on va dire que le nombre de gens moyens par soir fait que augmenter. Là, il y a 10 vrais matelas dans les bas-flancs. On va dire qu'il y en a 14 quand je sors ceux qui sont en dessous et que je les mets sur le sol. On va passer à 20 vrais matelas, 20 vraies places. Couchettes. 20 vraies couchettes. D'accord, ouais. Ça veut dire qu'on peut mettre 30 personnes sans problème. Puisqu'il suffit d'aligner quelques matelas, de serrer légèrement des groupes, ça fait. La cuisine, elle va être agrandie dans le rocher. On va déroquer le rocher. Ah, d'accord. La cuisine sera une cuisine et ma chambre une chambre. Ouais.
Le chien ne dormira plus dans la cuisine avec moi. Oh, choupette. Le chien dormira dans ma chambre. Bien. Ça sera dans les règles. J'ai vu dedans. Tiens, mon petit Serge, mettez donc du rosé. Mets du rosé là pour le bout de table. Ah, c'est bon, hein. Bravo, patronne. Ah ouais, Bobette. Non, moi, il y a Ils sont bien, Bobette. Ouais. Ah bah. Chienne d'Isabelle de Vouessou et de Fred. La chienne de Baz. Bruno et ça se trouve. Ouais. Voilà. Ah, il y a des gamins. Bon, depuis 30 ans que j'arpente ce massif, que ce soit pour réparer les refuges ou en tant que cristallier, je ressens une chose, c'est que ça n'est pas une question d'argent. Il faut que tout le monde se sente concerné, que c'est notre patrimoine, du brin d'herbe à la cabane, et que les gens soient propres et un petit peu une reconnaissance envers une montagne qui leur procure de magnifiques plaisirs. Et pour ça, toujours avoir l'œil, on n'est pas obligé d'aller faire son pipi contre le refuge, par exemple, le gardien y vit, ainsi de suite. Les refuges ne se sont pas faits tout seuls. Pour bon nombre de refuges, la charpente a été montée à dos d'homme, par exemple. J'aurais un petit message pour ceux qui fréquentent les refuges, de garder un peu ces endroits propres, de ne pas détériorer les choses. Je dirais à tous les gens qui fréquentent les refuges, soyez polis avec le gardien, c'est une chose, mais soyez polis avec la nature aussi, et respectez ces cabanes qui ont vu passer tellement de monde, qui ont vu tellement de gens, qui ont fait tellement d'efforts pour leur construction et leur maintenance. Et pour le futur, ce que je voudrais dire, c'est que les intérêts d'en bas sont une chose, mais les refuges sont toujours là, c'est encore le reflet de la France. Et je dirais à messieurs les élus, occupez-vous-en un peu plus, parce que par rapport à la Suisse, par rapport à l'Autriche, par rapport à l'Italie, ces pays ont fait un très très gros effort par rapport à ces cabanes. Je pense qu'on est un peu en deçà de cet effort et qu'il y a beaucoup de choses à faire encore.